Bonsoir à tous. Sans bruit, mais pas se taire. L'ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale ne porte pas de masque, encore moins de gants, même si ce texte se branche en pleine pandémie. L'auteur se veut être son propre avocat. Plaidoyer sous forme d'encre noire, c'est un cri du cœur ou cri de colère. En tout cas, il témoigne, il révèle et surtout, il dévoile la vérité dans un moment très chaud, non seulement pour l'histoire, mais pour toute l'humanité entière. Abdoulaye Diouf Sarr publie son ouvrage sans bruit, mais avec beaucoup de prises de position et surtout beaucoup d'éclairage. Un plaisir de l'accueillir pour cette émission BL. Abdoulaye Diouf Sarr, Papa Alioune Sarr vous reçoit, un duo Sarr sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Mais je te remercie, Papa Alioune Sarr, pour cette invitation. Et effectivement, je suis persuadé qu'entre Sarènes, on va pouvoir s'éclater pour permettre véritablement aux Sénégalais, d'apprendre énormément de choses, mais surtout des choses dans le fond. Parce qu'il est important, c'est vrai, de faire une belle présentation dans la forme, mais ce qui est important, c'est que quand on creuse, on voit des choses intéressantes. Et on le voit dans cet ouvrage. J'ouvre directement à la page 150. Vous comprendrez que pour l'histoire et les générations futures, j'ai la responsabilité de restaurer ma dignité bafouée par des adversaires politiques avec leur armée de journalistes, chroniqueurs et autres sites recrutés pour la circonstance. Il ne s'agit pas ici de se défendre, mais de témoigner pour que l'histoire ne soit pas écrite en contresens. La dignité d'un homme public, forgé dans le service, ne peut être abandonnée aux caprices de la rumeur. Ce plaidoyer s'adresse à la conscience collective bien au-delà du tumulte passager. Passage 151e page. Est-ce que ce livre, Abdoulaye Diouf Sarr, a été écrit avec de la rage, de la colère? Non, pas du tout. Je pense que ma philosophie de vie ne rime pas avec colère. Ma philosophie de vie ne rime pas avec rancœur ou avec haine. Ma philosophie de vie, c'est une philosophie de vie d'endurance, de résilience et surtout de silence pour revenir dans sans bruit. Donc c'est plus une tentative de remettre les choses à leur vraie place, de faire le vrai récit. Parce que si le récit n'est pas apporté par les acteurs qui l'ont vécu, ça risque véritablement d'être écrit par d'autres, avec leurs mots, avec leurs sentiments, avec leurs objectifs. Et moi je pense que je dois à la génération actuelle et à la génération future le vrai récit. Parce qu'in fine, un jour, il va falloir que les générations futures, parce que j'insiste beaucoup sur ça, apprennent énormément de choses de ce qui s'est passé. Il n'y a pas meilleur, donc, à mon avis, raconteur, si j'ose m'exprimer ainsi, que moi-même, en ayant effectivement vécu donc, dans l'épicentre de la crise. Mais attention de ramener les fagots de bois qui vous conviendraient dans l'histoire que vous racontez. Mais je suis d'accord. Vous posez là toute la problématique de la subjectivité dans le récit. Je suis tout à fait d'accord, philosophiquement parlant. Mais en tant que scientifique, parce que je suis aussi scientifique, exactement. Je pense quand même qu'il y a une rigueur dans la méthodologie, dans l'approche, qui permet véritablement d'élaguer les éléments de subjectivité qui peuvent traîner, même si j'accepte qu'il est extrêmement difficile de les élaguer totalement. Vous êtes économiste et financier sénégalais. Avant d'ouvrir l'ouvrage, est-ce que vous regrettez d'entrer sur la scène politique? Est-ce qu'il y a un regret? Non, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret fondamentalement, du point de vue, j'allais dire, du fond, parce que je pense, comme Trotsky, que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde, et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Sur la base de cette conviction, je pense quand même que si on ne fait pas de la politique en tant que sachant, en tant qu'apporteur de solutions, c'est en réalité l'occasion de laisser la politique se faire par les médiocres. Dans le bouquin d'ailleurs, je taquine un peu une certaine société civile en disant que est-ce que cette société civile, pas toute la société civile, n'est pas une forme assez, j'allais dire, ingrate de faire la politique sans le dire. C'est pourquoi je ne regrette véritablement pas d'être un acteur politique, mais je suis un militant de
l'introduction ou de la prise de position politique en s'adossant sur des valeurs. Si donc je vois que dans le contexte actuel, on a tendance, avec les réseaux sociaux, avec tout le débat ambiant, on a tendance à donc faire fuir les véritables tenants des valeurs et du savoir du champ politique. Il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour dire non, on n'a pas le droit de fuir la scène politique parce que simplement, il y a effectivement donc un fourre-tout. Et pourquoi laisser le temps au temps? 2021, la pandémie de Covid-19, même si vous commencez avec tout le processus familial, académique, mais ce qu'on dit, les points chauds de cet ouvrage, c'est à partir de votre installation au ministère de la Santé. Mais pourquoi laisser le temps, pas seulement au silence, pas seulement sans bruit, mais à des supputations? Pourquoi n'aviez-vous pas envisagé de prendre la parole lors du temps T, à l'instant T nommé? Je pense que le livre, son titre l'indique très bien, sans bruit. Moi, je suis un champion de l'introspection. Je réfléchis beaucoup, je suis un champion du silence, mais d'un silence actif. Je suis un champion de l'écoute, parce que je pense que c'est sur la base des éléments d'écoute que l'on sort un produit intéressant, intellectuellement parlant. Et je pense que quand il y a beaucoup de bruit, on n'écoute personne. Je pense que ce sont les tonneaux vides aussi qui font beaucoup de bruit. Donc dans le bruit ambiant, sûrement 90% de ceux qui parlent sont des tonneaux vides. Il faut refuser, du point de vue purement donc, intellectuel, de faire participer dans un champ de bruit où tout le monde parle sans qu'on ne sache qui est qui. Donc pour moi, le recul était un recul stratégique pour glaner toute l'information ambiante et à la lumière de tout cela, prendre la parole pour dire voilà effectivement le vrai récit. En tout cas, vous ne portez pas le masque. Vous parliez tout à l'heure d'une certaine société civile. Il y a une certaine presse également que vous attaquez. De certains acteurs politiques. Mais commençons au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Vous remplacez professeur Awa-Marie Coll Seck, qui est un mythe au sein de l'institution. Dans le texte, vous décrivez le ministère de la Santé et de l'Action sociale comme vous y êtes un intrus avec tout ce qui s'est passé, avec la personnalité que vous remplacez, avec les acteurs de la santé qui étaient au sein de ce ministère. Est-ce que cette nomination-là était un piège pour Abdoulaye Diouf Sarr? Vous me permettez de rendre un hommage au professeur Awa-Marie Coll Seck, plus qu'un mythe, une icône pour le monde scientifique et une fierté pour la science médicale, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique et dans le monde. Donc remplacer une personnalité aussi éminente On est en septembre 2017. Ce n'est pas évident. Mais si véritablement j'ai occupé ce poste, je ne considère pas ce choix du chef de l'État comme étant un piège. Parce que vous dites que ça vous a surpris. Ça a surpris tout le monde. Même vous. Ça a surpris moi-même, parce que je l'ai appris en même temps que c'est les Sénégalais, pendant qu'on lisait... Vous n'avez pas été consulté? Pas du tout. Pendant qu'on lisait la composition donc, des ministres lors de ce remaniement. Moi-même, quand j'ai entendu Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, je me suis dit quelque part, qu'est-ce que je vais faire dans ce ministère? Mais avec le recul, en tant que, j'allais dire, gestionnaire, manager de manière globale, et vu la diversité de mon parcours et de ma formation académique, je me suis dit, mais on ne me demande pas d'aller effectivement dans les laboratoires pour manipuler des éprouvettes, même si ma destination première devait me mener à ça. Je ne suis pas invité à aller dans les blocs opératoires pour donc demander des bistouris, mais on me demande de gérer un système. Là, c'est l'acteur dans un système. Et un système, c'est l'interaction de plusieurs acteurs, des acteurs sociaux, des acteurs économiques, des acteurs donc, du point de vue médical, mais la mise en œuvre de beaucoup de flux, des flux économiques, des flux financiers, des flux humains, etc. La dimension clinique, in fine, je me suis rendu compte que cette dimension clinique était la partie visible de l'iceberg. Et j'ai dit que
sans risque de me tromper, j'ai été un bon ministre de la Santé et de l'Action sociale. Mais a Vous priori, l'affirmez. je l'affirme. Je l'affirme et je suis à la... Pourquoi pour ne pas que ce soit un postulat? Oui, je l'affirme. Un bon ministre de la Santé et de l'Action sociale, dans un contexte très spécial. Je dis que je pense que j'ai été un bon ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ce n'est pas donc un postulat, c'est une conviction profonde, parce que j'ai décidé de prendre la parole, de rompre le silence. Donc il faut, à mon avis, un minimum d'évaluation. Et l'évaluation que je fais, elle est factuelle. J'ai été le seul ministre de la Santé et de l'Action sociale dans ce pays à avoir réalisé 3 hôpitaux. Et là, j'allais dire, l'affirmation n'est pas une affirmation gratuite. Elle part de fait. J'ai été le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a géré la Covid-19 avec un satisfecit mondial, planétaire, qui place le Sénégal comme étant deuxième. Voilà. Peut-être même que je le souhaite, je serai le seul ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal à avoir géré une telle pandémie. Je le souhaite, parce que cette pandémie-là, aucun humain ne souhaite effectivement son retour dans notre planète. Peut-être que c'est une première. Je suis, je pense, l'un des ministres de la Santé qui a beaucoup travaillé à améliorer la situation, la condition sociale des acteurs de la santé, notamment donc les personnels de santé et d'action sociale. Je pense à l'indemnité de logement, je pense effectivement à la revalorisation de leur situation sociale et financière, mais aussi j'ai beaucoup travaillé dans les filets sociaux, etc. Je crois que nous ne sommes pas peut-être là, compte tenu du temps imparti, pour revenir sur le bilan, mais je pense que, somme toute, globalement, sans être, j'allais dire, excessif, hein, je peux dire que j'ai été un bon ministre de la Santé. Bon, vous êtes installé sur le siège du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Vous écrivez que certains pensaient que c'était une sanction, mais l'actualité vous met au devant de l'actualité avec la pandémie de Covid-19. Vous décrivez l'histoire de la pandémie de Covid-19, quand je disais tout à l'heure, avec une certaine colère, parce que vous dites que tout ce que vous avez eu à effectuer, il y a eu un rapport qui vient un peu masquer tout cela. Mais commençons dès le début. Avec la pandémie de Covid-19 qui est déclarée, vous qui êtes ministère de la Santé et de l'Action sociale. Vous parlez un peu du rapport de la Cour des comptes en disant qu'on parle de 1000 milliards qui est devenu au mythe, alors que votre ministère ne gérait que 45 milliards de francs CFA. Dire que je ne gérais que 45 milliards de francs CFA, c'est minimiser la somme ou détruire tout le mythe? Pas du tout. C'est juste pour clarifier, pour faire en sorte que le profane, le Sénégalais lambda, comprennent réellement. Parce que, fondamentalement, quand on adresse la question face aux non-sachants, on peut avoir l'impression que c'était 1000 milliards qui étaient destinés à faire effectivement disparaître un virus. Alors que la problématique en son temps était plus une problématique économique qu'une problématique sanitaire. Si on n'avait pas dégagé ce montant-là, c'est notre croissance qui allait s'écrouler. Le pays allait entrer en récession. Et face à une crise sanitaire, on devait avoir en face une autre crise qui était une crise économique. Donc essentiellement, il fallait apporter énormément de ressources pour éviter de mettre sur la crise, j'allais dire sanitaire, une autre crise qui serait une crise économique. Donc le plan était un plan de résilience économique et sociale. Donc son nom l'indique très bien, un plan de résilience économique et sociale. Mais puisque le contexte était un contexte sanitaire, c'était un contexte de lutte contre un virus, on peut avoir l'impression que toute cette manne financière-là était destinée à faire sortir le virus. Alors qu'en réalité, les 1000 milliards étaient destinés à de la résilience économique et sociale avec, bien entendu, 4 piliers. Le premier pilier, c'était un pilier appui aux entreprises. Un autre pilier appui aux ménages, un autre pilier appui effectivement à tout ce qui est approvisionnement en produits pharmaceutiques, en produits énergie, etc. Et il y a un autre pilier qui est un pilier sanitaire qui devait effectivement prendre en charge la riposte en tant que telle avec 45 milliards. Non, il n'était pas pour nous, effectivement, notre objectif n'était pas donc de minimiser donc, le montant, mais c'était plus de mettre les choses à l'endroit pour que les gens comprennent de manière globale
que la riposte était une riposte sanitaire, c'est vrai, mais l'objectif du presse, plan de résilience économique et sociale, était d'éviter que notre économie s'écroule. C'est quoi être un ministre de la Santé dans ce contexte-là? C'est Mais plus qu'un président. Les apparitions d'Abdoulaye Diouf Sarr étaient plus suivies que celles du président de la République. Ça, vous faisiez quoi? oui, ça me Parce que vous faisait... étiez ça à la me- saillie de la pyramide hein, en ce Mais- qui concerne le terme de visibilité. Mais vous savez que j'aime bien, j'ai beaucoup lu le général de Gaulle. Et dans ses écrits, j'ai vu quelque part, il dit que à la guerre, c'est la géographie qui commande. Oui. Quand il dit à la guerre, c'est la géographie qui commande, j'ai envie effectivement, dans un contexte comme ça, de dire que dans un contexte de pandémie, c'est la santé qui commande. Oui. Donc fondamentalement, pour moi, Les blouses blanches. les blouses blanches qui commandent. Donc fondamentalement, pour moi, le chef de l'État devait effectivement nous accompagner. Il nous a très bien accompagnés. Il nous a très bien accompagnés. Il était là comme catalyseur de tout un dispositif pour faire en sorte que la réaction prenne. Et moi, en tant que général de cette armée de blouses blanches, je devais avoir aussi l'humilité de savoir que dans le cercle de ces blouses blanches, quand on réduit effectivement la chose au périmètre de la santé, je dois aussi m'adosser sur l'expertise que j'avais à ma disposition pour combattre le virus. Et je l'ai fait intelligemment en me disant qu'en tant que ministre de la Santé, je devais être le général effectivement. Donc, Vous des troupes, étiez le général. mais je ne dois pas aussi occuper la place des opérationnels. Et je l'ai réussi, je pense. Vous dites que dans ce texte que vous entreteniez à l'époque des rapports très étroits avec le président de la République Macky Sall. Vous pouvez vous appeler 6 fois, 7 fois, etc. Ça faisait de vous un super ministre de la Santé? Non, ça ne faisait pas de moi un super ministre de la Santé, ça faisait de moi un ministre de la Santé qui est, dans une situation de crise, la personne qui doit être en permanence en rapport avec le chef suprême des armées. Et quand je dis le chef suprême des armées, c'est le président de la République. Et dans ce cas de figure-là, l'armée la plus importante, ce n'était pas l'armée avec des bazookas, l'armée la plus importante, c'était l'armée médicale. Et le chef de l'État a énormément bien joué ce rôle. Et je vous dis, hein, pendant toute cette période, je siégeais au Conseil national de sécurité. Ah oui. Le Conseil national de sécurité, qui est un cercle très restreint, Très restreint. le ministre de la Santé était invité, compte tenu du contexte, à y assister de manière permanente parce que, fondamentalement, la préoccupation essentielle, la guerre, était une guerre sanitaire. Je disais tout à l'heure, malgré tout cela, malgré cette superpuissance, malgré le général, vous écrivez, mais comment a-t-on pu oublier, c'est très tôt d'oublier 2020, comment a-t-on pu oublier les sacrifices d'un père de famille qui avait don de sa personne au Sénégal en dirigeant les troupes jusqu'à affronter la première dose du vaccin Sinopharm, ouvrant ainsi la voie aux Sénégalais devant être vaccinés. On a oublié tout cela, Abdoulaye Non, on ne l'a Diouf Sarr. pas oublié. Mais vous écrivez ça. Comment on a pu oublier tout cela? Vous écrivez ça. Je pose une question. Je pose une question. Ce n'est pas une affirmation. Je dis comment on a pu oublier. Est-ce que vous pensez qu'on a oublié tout cela, qu'on a oublié qu'il y avait une pandémie qui était là où vous étiez en première ligne? Non, on n'a pas peut-être oublié, ou tout le monde n'a pas peut-être oublié. Mais un contexte et des prises de position, ou en tout cas des affirmations ou des insinuations, peuvent effectivement commander cette question de ma part en tant qu'intellectuel, dans mon style rédactionnel. Je m'explique. Quand dans un brouhaha total, quand dans un champ de spéculation, l'auteur écrit, il a besoin effectivement d'apporter à tout cela de la lumière. Oui. Et la question que j'envoie, comment on a pu, permet véritablement à celui qui lit de regarder tout ce qui est en amont et de se dire, voilà la raison pour laquelle l'auteur se pose des questions par rapport à une éventualité de l'oubli. Donc l'oubli ici, c'est une éventualité. Et je dis, ce père de famille, Oui. ce père de famille, et le mot n'est pas, ou en tout cas, Bien sûr. n'est pas gratuit, Bien sûr. parce qu'on est ministre de la Santé, on est médecin, on est effectivement personnel de santé et d'action sociale.
mais on est avant tout père de famille. Il ne faut jamais l'oublier. Et on oublie cela souvent. Et la famille est sacrée. Et face à une telle situation, on accepte, vu la responsabilité qu'on a, de la sacrifier pour le bien, effectivement, des populations en général. C'est faire don de sa personne au pays. Dans ce contexte-là, il fallait être courageux pour prendre un vaccin. Parce qu'il y avait il fallait une phobie. Il fallait, avec votre fameux t-shirt noir, vous parlez de fameux t-shirt noir. Et ce qui est un peu bizarre pour nous qui lisons, nous qui sommes des novices un peu du système, que porter un t-shirt noir dans un environnement peut déteindre sur des choses que vous décrivez comme des choses historiques. Est-ce que c'était quelque chose de porter un t-shirt noir devant les Sénégalais et le monde peut-être tout entier et de prendre ce vaccin-là devant tout le monde? Mais le vaccin Sinopharm, ce fameux vaccin... J'ai affronté le vaccin Sinopharm muni de mon seul shirt noir. Ce fameux t-shirt noir avec un point d'exclamation. Ah. Mais Papa Lune... Ça vous replonge dans... Papa Lune, vous êtes très vigilant. Vous êtes très, très vigilant et je suis charmé par cette vigilance et cette précision dans la compréhension ou dans la lecture. Et c'est les deux seules fois où je parle de t-shirt noir. Exactement. Je dis muni de mon seul t-shirt noir, ce fameux t-shirt noir. Et quand on écrit, on n'écrit pas de cette manière, de manière gratuite. Exactement. Ça me fait plaisir. On lit entre les lignes, je dis, qu'est-ce qu'il y a derrière ce Ça me fait plaisir oui. de voir que vous avez compris que ce n'était pas gratuit. Parce que j'ai dit, avec mon seul t-shirt noir, ce fameux t-shirt noir. Effectivement, ce t-shirt noir, un t-shirt comme ça que j'ai tiré de ma garde-robe très rapidement pour me dire, ben, je ne vais pas arriver donc, devant les blouses blanches avec une chemise pour relever la manche. Je vais mettre un t-shirt et je vais juste soulever la manche. Hein? C'était ça l'objectif. Par hasard, le t-shirt était noir. Mais j'ai été très surpris de voir, après la vaccination, j'ai été surpris de voir à des niveaux insoupçonnés de l'État, des gens m'interpellaient pour me demander, mais est-ce que ce sont mes grands-parents lébous avec le rap qui m'ont demandé de me mettre ce jour-là en t-shirt noir pour éviter, je ne sais pas quelle malédiction du vaccin. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Peut-être qu'un badaud dans la rue peut me poser ce genre de questions, mais à des niveaux incroyables de l'État, qu'on puisse me poser une telle question, c'était très, très surprenant de ma part. C'est pourquoi ça m'a fait rire. Et en écrivant, j'ai pensé effectivement à cela. Je me suis dit, mais pourtant, de manière tout à fait naïve, ce jour-là, j'ai estimé qu'en tant que ministre de la Santé, ma responsabilité, c'était de venir prouver à la face du monde, aux Sénégalais, que le vaccin était une solution. Et c'était important. Et j'avais mon t-shirt comme ça par hasard, mais ce t-shirt choisi par hasard, il pouvait être blanc, il pouvait effectivement être rouge. Symbole de protection du ministre de la Santé. C'est pourquoi j'ai mis ce fameux t-shirt noir. Il était important à cette époque-là de prendre le vaccin, pour la première fois, de prendre le vaccin et de dire qu'il faut prendre le vaccin. Parce que cette cérémonie de vaccination a été également commentée, même contestée. Il y a eu des contestations qui ont eu lieu parce qu'on disait un peu distanciation sociale, il y avait beaucoup de monde. Moi-même, j'ai interrogé le docteur Abdoulaye Bousso, que vous rendez hommage. Il a publié un livre sur ça. Il me disait aussi que quand il est arrivé en voyant tout ce monde-là, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Cette période-là, cet instant-là, comment justifier tout cela? En période de distanciation sociale, mais c'était une sorte de vaccination, voilà quoi, très buzz, quoi, très people. Comment expliquez-vous tout cela? De plusieurs manières, hein. Il faut quand même se remettre dans le contexte. Hein. C'était un contexte où la solution médicale ou clinique n'était pas encore éprouvée. On avait un vaccin et on n'avait que le masque et les mesures barrières pour se protéger. Et le monde scientifique, pas seulement au niveau national, mais au niveau planétaire, est allé rapidement à la course donc, pour avoir le vaccin. Les laboratoires se sont mis effectivement à cette recherche effrénée. Et j'avoue que quelque part, on n'avait même pas fait aboutir les recherches cliniques, la procédure classique pour mettre un vaccin sur le marché. Mais il fallait tout de suite sortir le vaccin.
On a eu effectivement donc les Européens avec leurs vaccins, on a vu les Chinois avec leurs vaccins, les Américains, etc. L'Afrique est restée absente de cette, j'allais dire, compétition mondiale. Et dans les pays, on était persuadé que le vaccin était la solution, effectivement, pour stopper donc, ce virus. Ce n'est pas les mesures barrières autres, mais il fallait absolument, effectivement, donc, le vaccin. Les pays européens ont d'ailleurs pris la décision de faire, j'allais dire, de réserver leur production de vaccins à leur population. C'était une guerre, oui. Les Américains, même chose, les Chinois, même chose. Pour avoir le vaccin, ce n'était pas évident. Je me souviens, en son temps, les pays africains devaient attendre une initiative qui s'appelait l'initiative, j'allais dire, AVAT, pour avoir leur vaccin. On devait attendre qu'on nous donne. Vous voyez? Et le chef de l'État, son excellent le président Macky Sall, je le salue et le remercie au passage, s'est dit non, nous, Sénégal, on ne va pas attendre. On va aller à l'achat de nos vaccins. Et c'était très compliqué. Il a dû même utiliser la voie diplomatique avec son homologue chinois pour qu'on puisse acheter 200 000 doses. 200 000 doses, et quand les 200 000 doses sont arrivées, nous étions effectivement le seul pays africain donc, à commencer la vaccination. Il a fallu d'ailleurs un geste très honorable en termes de solidarité. On s'est dit, on va prendre 20 000 doses pour la Gambie et 20 000 doses effectivement pour la Guinée-Bissau. C'était pour avoir vraiment cet esprit de solidarité sous-régionale. Donc, vous voyez que cet engouement-là était un engouement déjà au niveau des populations qui se disaient mais la vaccination est une solution, mais c'était aussi stratégique. Stratégique parce que, quand même, n'oublions pas, nous étions dans un contexte de déni. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Dans un contexte de déni où certains esprits se disaient « ouais, mais ça, ce n'est qu'une vue de l'esprit, ce virus n'existe pas, etc. » Et il fallait absolument profiter de toutes les occasions pour faire de la communication de masse, pour une mobilisation, effectivement, des communautés. Parce qu'in fine, il y a eu la solution médicale par le vaccin, il y a la solution, effectivement, par la prévention, les mesures barrières, etc. Mais l'élément le plus essentiel, c'est effectivement la communication de masse. Faire en sorte que les communautés s'approprient effectivement la lutte et disent non, nous devons effectivement faire halte et stopper le virus. Donc cette occasion-là était une occasion de communication de masse pour que les Sénégalais développent la prise de conscience de la riposte, mais aussi parce que les Sénégalais, une fois qu'ils ont compris que le ministre de la Santé lui-même va se vacciner, ils se sont dit, ben, nous aussi, il va falloir qu'on aille se protéger. Oui. Donc, c'était effectivement quelque chose il y avait beaucoup de monde, pas sénégalais. Il y avait beaucoup de monde. Mais ce n'était pas seulement donc, un phénomène typiquement sénégalais. Le même phénomène, on l'a effectivement vu et suivi un peu partout dans le monde. C'était un contexte mondial de pandémie où quand on envoie effectivement donc, des vaccins dans un pays ou dans une ville, les populations viennent en masse pour se vacciner. Ce n'était pas typiquement sénégalais. Il y a des moments forts dans cette gestion. Vous décrivez ça dans votre ouvrage. Il y a un moment exceptionnel parce que c'est vous qui communiquez toujours les mauvaises nouvelles au président de la République qui n'hésitez pas à décrocher quand vous l'appeliez. C'est la mort de Pape Diouf. Ouais. Vous le dites en étant en première ligne, en allant au journal télévisé pour annoncer la mort de Pape Diouf. C'était un momentum, cela. C'était un marqueur historique. Vous dites qu'il y avait même des stratégies pour contrer l'information, afin que l'information ne voyage pas, pour que le Sénégal soit le premier pays, Pape Diouf sénégalais, à donner cette mauvaise information, cette mauvaise nouvelle. Hein. C'était un momentum. Vous l'apprenez comment, la mort de Pape Diouf? Comment vous aviez pu verrouiller l'information et aller la distiller à la RTS? J'ai une pensée pieuse pour Monsieur le Président Pape Diouf et à tous les Sénégalais et les Sénégalaises qui malheureusement donc ont perdu la vie avec ce virus. Et Dieu sait qu'il y en a eu avec donc des autorités d'un niveau très très important. Si on faisait la liste aujourd'hui, vous serez impressionné de voir que toutes ces personnes-là sont parties avec la Covid-19, que Dieu effectivement les accueille dans son paradis. Effectivement, c'était très 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 complexe pour plusieurs raisons, parce que c'était le premier décès Covid. Oui. On se disait, ben, il y a la Covid, mais
quelque part, on nourrissait l'espoir de pouvoir la gérer jusqu'à la fin sans avoir de décès. Même si, avec le recul, on s'est dit que cet espoir-là était l'utopie. Mais, naïvement, avant ce premier décès, on se disait, mais on va se battre pour qu'il n'y ait pas de décès. Il y a eu le premier décès, et c'était Pape Diouf, une icône mondiale. Il fallait donc non seulement gérer cette situation, parce que les Sénégalais devaient se dire, aujourd'hui, il y a un décès, mais aussi le monde devait se dire, mais c'est un citoyen du monde qui est décédé, même si nous sommes tous citoyens du monde, mais quelque part, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Et j'ai appelé moi-même le chef de l'État immédiatement pour l'informer, dès que j'ai eu effectivement donc l'information de par mes services. J'ai informé le chef de l'État. Et je dis dans le livre qu'un chef d'État, il faut lui donner l'information en primauté et en exhaustivité. Parce que si jamais dans un contexte comme ça, il apprenait les choses par le biais de la rumeur, c'est toute la crédibilité du système qui est à terre. Donc immédiatement, je m'étais effectivement imposé cette discipline d'être très rapide dans l'information au chef suprême des armées. Je l'ai appelé, je lui ai donné l'information. Et j'ai noté effectivement que si le lendemain ou dans la nuit, la presse française qui était aux aguets bien sûr. Et avait l'information et la sortait avant nous, mais ce serait toute la crédibilité de notre système de gestion par ce fait-là qui serait remise en cause. J'ai demandé au chef de l'État l'autorisation de toucher le directeur général de la RTS, Racine Talla, à l'époque, pour qu'on ouvre le journal télévisé avec cette information. Ce jour-là, si vous avez effectivement les archives de ce jour-là, de JT, a été ouvert avec cette information très douloureuse pour les Sénégalais. Il y avait là toute une stratégie pour éviter que l'on ne dise en réalité que les choses se sont passées chez nous, mais ce sont les Français qui nous l'ont appris. Quand on gère, vous voyez très bien, on ne gère pas seulement du détail, on gère aussi de la stratégie. C'est une option managériale qui était très importante pour nous. Voilà un exemple type pour dire que la gestion est globale. Et vous décidez dans ce contexte-là d'en faire une gestion globale. Bien entendu. De mettre à l'intérieur les professeurs, les psychologues, les bagnonogors, parce que c'est une pandémie qui touche plusieurs domaines d'activité sociale et sociétale. Mais bien entendu, ce n'est pas une option prise, c'était une obligation. On ne pouvait pas faire autrement. Faire autrement, ce serait effectivement accepter d'échouer tout de suite et d'avoir le virus gagner son combat. C'était une obligation parce que fondamentalement, je ne sais pas si vous vous rendez compte ou non, la dimension purement médico-médicale, clinique, elle ne se passe que quand la personne est malade. Exactement. Mais tout ce qui est en amont de la maladie, mais c'est de la mobilisation sociale et communautaire. C'est de la prévention. Donc nous ne pouvions pas réussir effectivement ce combat en nous disant que nous restons entre blouses blanches seulement. Réussir ce combat, c'est nier les prévisions de l'OMS qui disaient qu'il y aurait des millions de morts. Nos condoléances au repos de toutes les défuntes et défunts, mais le Sénégal s'en sort presque mieux. Vous êtes distingué, deuxième personnalité, premier en Afrique. Et après, un rapport sort, un rapport de la Cour des comptes. Vous écrivez sur le rapport de la Cour des comptes avec un oui, mais. Oui, il doit faire, mais. Est-ce que ce rapport de la Cour des comptes-là, vous le voyez, vous dites, c'est ce rapport-là qui a tout dans la perception, dans les clichés, dans tout. C'est ce rapport-là qui a entaché tout ce que vous aviez pu faire dans ce contexte-là très, très, très troublant. Non, le rapport n'a rien fait. Moi, je ne suis pas de ceux qui attaquent les rapports. Je suis un manager. Souvenez-vous, hein, mon profil et mon parcours, je ne sais pas si vous avez lu le chapitre 1er de cet ouvrage, m'interdit d'avoir ce genre d'appréciation par rapport au code de contrôle. Pour moi, le contrôle est un élément important de la gouvernance. Et
le contrôle sans rapport de contrôle n'est pas un vrai contrôle. Donc, ce n'est pas le rapport de manière intrinsèque. Donc, c'est mais je disais dans l'ouvrage que c'est l'utilisation... Permettez de relire, vous relisez Je dis que c'est l'utilisation pernicieuse du rapport par une certaine presse, j'ai dit une certaine presse, parce que je ne mets pas toute la presse dans le même lot, qui peut-être a donné effectivement à ce rapport cette perception. Mais fondamentalement, quand on gère un pays, quand on gère un ministère, quand on gère une entreprise, et même quand on gère une maison, il y a un dispositif de contrôle qu'on met en place. Et ce dispositif de contrôle ne peut pas s'exprimer en dehors d'un rapport. Non, les rapports de la Cour des comptes doivent être renforcés et utilisés, mais il est important que les non-sachants ne l'utilisent pas ou ne l'exploitent pas de manière politicienne. C'est l'utilisation politicienne du rapport qui malheureusement donc a entaché les choses. Mais parce que vous écrivez, il vous arrive même de relire le rapport de la Cour des comptes pour voir, parce que vous dites que vous n'avez pas été épinglé personnellement, et ça c'est vrai, mais il y a des recommandations. Par exemple, la Cour des comptes vous demande d'encadrer le code des marchés publics. Vous dites que, oui, d'accord, je dis, mais en période d'urgence, je dis, entre ce 8 mai-là, est-ce qu'il y a des fautes par rapport à ce rapport de la Cour des comptes qui vient après les faits? Est-ce que ce rapport-là devrait comprendre le momentum dans les recommandations? Non, pas du tout. Le rapport est... Pourquoi un rapport qui est fait, je reviens, le rapport est un rapport qui a été fait tenant compte bien sûr du contexte, mais tenant compte des exigences, bien entendu, d'efficacité et d'efficience dans la gouvernance. Mais je dis, celui qui lit le rapport et qui a tendance à l'exploiter de manière pernicieuse, oublie souvent, effectivement, le contexte qui a certes été pris en compte par le rédacteur du rapport. Parce que le rédacteur du rapport dit, voilà effectivement ce que moi j'ai constaté en termes de dysfonctionnement, mais il serait bien que dans l'avenir, quand un contexte comme ça se présente et quand une crise comme cela se déclare, il serait bien de faire autrement et mieux pour qu'on n'ait pas les mêmes difficultés. Vous voyez que le rédacteur du rapport ne nie pas le contexte, mais utilise le contexte pour pouvoir, demain, si un tel contexte se représente, faire une proposition de gouvernance améliorée. Maintenant, celui qui lit le rapport et qui l'exploite de manière assez politicienne se dit, non, le rapport a fait effectivement une critique en identifiant une faute aujourd'hui et maintenant. Alors, ce n'est pas le cas. Le rapport a dit, voilà le contexte, voilà ce que nous avons noté comme élément de risque de gestion. Dans l'avenir, si un tel contexte se représente, si une telle crise se déclare, il serait mieux d'encadrer autrement si on fait une exception particulière de cette nature. Vous voyez que c'est assez subtil. C'est pourquoi je dis, bon, il faut que les sachants, des fois, lisent et prennent la parole. Parce que c'est l'un des rapports les plus lus, les plus commentés, le rapport sur les 1000 milliards. Parlez un peu ça concerne la crise la plus inédite. L'histoire n'est connue. Et vous étiez Abdoulaye Diouf Sarr avant que vous soyez remplacé par Khames. Nous en arrivons. Et parlez également, même, vous ne lâchez pas le détail, parce que je dis c'est une réponse à des actes d'accusation. Parlez même des relations que vous aviez avec le guide religieux, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Yalna fi yag te wer, avec le fameux 200 millions, vous qui l'avez vu, qui avez parlé avec lui, et le lendemain, il sort un chèque. Et les 200 millions, après le rapport, disent que, mais où sont passés, Abdoulaye Diouf Sarr, les 200 millions? Je vous repose les mêmes questions, même si j'ai lu le livre. Où sont passés les 200 millions, ce chèque de Serigne Mountakha? Mais tout à fait, je salue le guide religieux, Serigne Mountakha Mbacké. Effectivement, j'avais parlé à Serigne Bassirou Abdou Khadre, dans sa maison sur la VDN, à Dakar. Et à la suite de cet échange, il a peut-être fait remonter le plaidoyer. Et dans la nuit, j'ai appris que le lendemain, lui-même en tant que porte-parole, il va prendre la parole au nom du guide religieux, Serigne Mountakha Mbacké. Et l'information nous est venue qu'il fera un chèque pour contribuer à la riposte. L'avis que j'ai donné au chef d'État, c'est que le chèque soit fait au nom du COUS, du centre d'urgence dirigé par le docteur Abdoulaye Bousso. J'ai compris effectivement que si le guide religieux devait
apporter son soutien financier, il faut absolument que ce soutien financier aille directement, effectivement, donc, à la riposte sanitaire et ne soit pas fongible dans les finances publiques globales. Et le chèque a été libellé au nom du COUS. Et le COUS, dans ses opérations d'urgence, a donc de manière remarquable utilisé ce montant. C'est pourquoi quand j'ai appris beaucoup j'allais dire de questions, quand j'ai donc vu dans la presse les gens se poser des questions de savoir, c'est comme si donc cet argent-là était entré dans le trésor public ou était passé ailleurs. J'ai précisé dans le livre que c'est peut-être le seul chèque, c'est 200 millions, c'est important, qui a été libellé directement au nom donc du centre d'opération d'urgence sanitaire pour servir directement effectivement donc aux actions opérationnelles d'urgence. Et il était important de mon point de vue de donner ce genre de précision afin que nul n'en ignore. Ce cas est un cas particulier. Sur l'ensemble des autres cas de la gestion de la Covid, on peut donner ce genre d'informations pour rassurer les populations de manière globale. Donc vous voyez que le plus important n'est pas effectivement dans, j'allais dire, une nébuleuse, mais wolof dafa wax ne kump souvent kump day indi yenn yi. Souvent le problème mooy les gens n'ont pas l'information. Et dans un contexte comme ça, doivent avoir l'information. Et tant qu'ils n'ont pas l'information, ils vont aller chercher des explications. C'est pourquoi communiquer. C'est pourquoi j'ai donné cette information dans notre livre. Non, c'est pas de la com. C'est pas de la com. Moi, je pense que communiquer des choses, que... non, je pense pas. Je ne pense pas que des choses de cette dimension-là, bon, doivent faire l'objet d'une communication spéciale. Même un t-shirt fait l'objet de t-shirt. Non, le t-shirt ne fait pas l'objet de com. Le t-shirt, j'en ai parlé de manière assez, dans une technique rédactionnelle, ce fameux t-shirt noir. Est-ce que vous ne nous épargnez pas la presse, vous n'épargnez pas également une certaine classe politique. Est-ce qu'on voulait votre tête? Non. Vous étiez trop... Mais si on lit l'ouvrage, je sens un peu que c'est la posture d'Abdoulaye Diouf Sarr. Mais si on lit le narrateur, je remplace Abdoulaye Diouf Sarr par le narrateur. Si on lit le narrateur, c'est comme s'il y avait une cabale contre Abdoulaye Diouf Sarr dans la presse, dans la classe politique, chez les influenceurs, comme si on n'utilisait que les points noirs de votre gestion et que l'on propulsait ça pour la bataille de l'opinion. Est-ce qu'on voulait votre tête parce que vous êtes très, très, très proche du président de la République ou vous lorgnez le fauteuil présidentiel? Non, je n'ai jamais lorgné le fauteuil présidentiel. Hein. Je suis un homme politique qui a la loyauté en bandoulière. Et j'ai servi avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, un homme que j'ai considéré comme étant mon seul leader. Macky Sall. Et je mets seul avec S majuscule. Je l'ai considéré comme étant mon seul leader et il était mon seul patron, si j'ose m'exprimer ainsi, en tout cas politiquement parlant. Donc, qui voulait votre tête? Donc personne ne voulait ma tête. Dans la presse. Même si vous ne citez pas, non, personne ne voulait ma tête. Mais nous sommes dans un contexte où il faut vendre du papier. Seulement, c'était ça seulement. Attendez que je m'explique. Entre autres, il faut vendre du papier. Nous sommes dans un contexte où il faut chercher des vues. Vous savez, le commerce des vues, là, c'est un commerce assez juteux, oui, assez pernicieux, qui des fois autorise certaines choses. La course aux vues, la course à la vente du papier, mais aussi la course, ou en tout cas la vente d'une plume pour servir une opposition politique circonstancielle peut exister aussi. C'est pourquoi je dis, dans un contexte comme ça, ce n'était pas du tout une surprise que de voir que la personne la plus en vue dans cette riposte sanitaire soit une cible. Et moi j'ai dit, quelque part, il y a effectivement les vertueux, le monde effectivement des vertueux, mais dans ce monde des vertueux, quel que soit d'ailleurs le nombre de ces vertueux, dès qu'on a effectivement un point noir qui est vicieux, il se pose un problème.
on voit plus le vicieux que les vertueux. Si je vous affiche une feuille toute blanche tout de suite devant vous, et sur la grande feuille blanche, je mets un seul point noir, et je vous dis, mais Pape Aliou, vous voyez quoi? Vous allez voir, je vois le point noir. Alors que vous avez vu une très grande feuille blanche avec un point noir. Il n'y avait pas de finalité. Donc, fondamentalement. Il n'y avait pas de finalité politique. Certainement, il n'y en avait pas. Pour ceux qui déployaient Parce que vous étiez en première ligne quand même. Pour ceux qui déployaient ces stratégies. Celui qui devait remplacer après Macky Sall, le successeur naturel, etc. Vous ne voyez pas une stratégie idéologique, politique derrière tout cela? Peut-être ceux qui déployaient ça avaient leur stratégie idéologique et politique. Mais moi, ce que je sais, c'est que je me suis battu effectivement pour réussir une riposte. C'était un sacerdoce. Je m'avais fait don de ma personne au Sénégal. Mes préoccupations n'étaient pas politiques. Je ne pensais plus à la politique en ce moment-là. Je ne pensais plus à la politique parce que je dormais 3 heures par jour. Je n'avais pas le temps d'en faire. Je ne voyais pas ma famille, je ne voyais pas mes enfants. Je ne voyais pas mes électeurs yofois. C'était secondaire pour moi. Le plus important, c'était sauver les Sénégalais. Donc, ceux qui avaient ou déployé ces stratégies avaient peut-être leur plan, mais moi, j'étais plongé sur quelque chose d'autrement plus important que tout cela. C'était de sauver les populations sénégalaises. Non, je ne voyais pas ça. Vous étiez aussi autant puissant que le président de la République, pas les mêmes formations. Mais Pape Aliou, vous tenez à cette puissance. Mais bien sûr, parce que c'était l'époque, parce que nous, on a vécu l'époque de l'extérieur. Mais pour de l'extérieur, et on était dans la presse. On avance un peu, parce que le temps passe vite. Le malheur n'arrive jamais seul. Ministère de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, je disais tout à l'heure pourquoi les projecteurs, parce que également quand vous êtes en première ligne, toute l'actualité se concentre sur Abdoulaye Diouf Sarr. Le malheur n'arrive jamais seul. 2 catastrophes, 2 drames. L'un à Louga, l'autre à Abdou Aziz Sy Dabakh. Et vous savez, quand vous arriviez à l'époque à l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh, j'étais là-bas. Ah, vous étiez là-bas? Oui, j'étais là-bas. Je ne savais pas. C'est quoi? C'était un peu une annonce de la fin en passant par ces drames. C'était quoi quand vous voyez un peu cette succession de malheurs sous votre magistère au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale? Humainement, comment vous aviez vécu ça? Mais je l'ai vécu avec énormément de responsabilités, avec quand même beaucoup de peine. Hein. Pas parce que cela me concernait, mais parce que la situation était une situation extrêmement émouvante, difficile pour les Sénégalais. J'étais pas au Sénégal, j'étais à Genève pour représenter mon pays à l'Assemblée mondiale de la santé où des questions très importantes qui concernaient la santé mondiale devaient être adressées. C'est de là-bas où j'ai eu effectivement l'information. Immédiatement, j'ai repris le chemin du retour. Et puisque j'étais en costume, je devais aller dans la ville sainte. J'ai demandé à mon chauffeur de venir me prendre à l'aéroport en amenant une tenue traditionnelle. Parce que je devais effectivement aller voir le calife. Et c'est dans les vestiaires du salon d'honneur que je me suis changé pour aller à Tivaouane. Sur le chemin du retour, d'ailleurs, il y a un ancien camarade de parti qui m'appelle pour me dire « Ablaye, la situation est difficile, mais ce que je vous conseille, c'est que dès que vous arrivez à Tivaouane, il faut, après avoir rencontré la presse, annoncer à partir de Tivaouane votre démission du gouvernement. Ça, vous allez effectivement prendre tout cela en termes donc de gains politiques. » Je dis, mais c'est que vraiment, vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas ma philosophie de la politique, ce n'est pas ma conception de la politique. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je suis venu en politique pour servir un pays derrière un homme. Je ne vais jamais le poignarder derrière le dos. Et à partir de ce moment, je vais lui laisser l'initiative s'il y a initiative. Et je suis allé à Tivaouane, je ne savais même pas que vous étiez là-bas, c'était assez chaud. C'était très chaud. Donc, très chaud. J'ai été voir le calife, j'ai échangé avec lui, je le salue au passage. Seigneur Baïssi Mansour, c'est mon calife, mais c'est lui qui m'a donné la wird de la Salatul Fatiha en 1996. Donc je le connais très bien, c'est pas parce qu'il est calife qu'on s'est connu, bien avant qu'il ne soit calife,
C'est lui qui m'a donné la Salatul Fatih. Donc, je l'ai rencontré. Ensuite, j'ai rencontré donc, le personnel de l'hôpital, etc. J'ai fait une déclaration à la presse et j'ai pris le chemin du retour. Donc, en ce moment-là, je n'étais pas venu du tout. On attendait votre démission pour la presse. À cet stade-là. Non, je ne... On attendait, on pensait que... Bon, parce que toutes les chaînes étaient en direct, tout le monde était une édition spéciale. Peut-être que la personne qui m'a appelé pour me conseiller de démissionner l'attendait aussi. Peut-être que comme lui, d'autres Sénégalais l'attendaient aussi. Mais je vous ai dit tout de suite que ce n'est pas ma conception du management et de la gestion. Vous êtes devant un professionnel du management qui l'a appris jusqu'à des niveaux très très élevés et qui sait effectivement en toutes circonstances comment se comporter. Donc, je n'avais pas du tout, donc, moi, dans mon option, de dégager le plancher de cette manière. Parce que je suis un homme d'honneur. Et l'honneur n'est pas dans la démission. L'honneur, c'est dans la prise de responsabilité jusqu'à la fin et de laisser donc, au chef de l'État le soin de prendre cette décision. Donc, je suis revenu de Tivaouane et j'ai échangé avec les chefs de l'État. Quand je dis j'ai échangé avec les chefs de l'État, je le décris d'ailleurs dans l'ouvrage, on a effectivement échangé dans le sens d'apaiser donc le climat, qui était un climat assez électrique. Limogeage ou démission? Il fallait... Limogeage ou démission? Parce que moi, je n'ai pas tranché, j'ai lu, mais je dis, mais il ne nous donne pas encore l'information. Limogeage, où vous aviez dit, Monsieur le Président de la République, prière de me limoger, c'est it's over, le jeu est fini. Parce que vous ne donnez pas l'information, vous parlez un peu, il vous dit même celle qui va vous remplacer et qui n'est pas ce qui ne se fait pas. Mais est-ce que vous aviez dit au Président de la République, il faut me limoger? On a échangé avec le chef de l'État et on a décidé ensemble... Mais attendez, Papa Lune. La gestion d'un pays, c'est une interaction entre des acteurs. La gestion d'un pays, c'est une logique de gouvernement et une logique de gestion pilotée par un président de la République. Si effectivement donc une situation se présente, il faut partager. Je vous apprends, Pape, que quand j'ai quitté le ministère de la Santé, j'étais premier vice-président de l'Assemblée nationale, derrière Amadou Mame Diop. Je pouvais être président de l'Assemblée nationale. Oui, oui. C'était une surprise d'ailleurs. Quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, j'étais directeur général du Fonds 6. Donc, la réponse à la question que vous posiez tout à l'heure est effectivement dans ce qui s'est passé après. J'espère que vous avez compris. Par conséquent, je n'ai pas besoin, moi, donc, de le dire de manière explicite. Quand je dis qu'on a échangé et qu'on a ensemble trouvé la solution pour apaiser le pays, pour qu'un élément de mon équipe continue le travail, pour que moi j'aille servir l'État ailleurs, particulièrement à l'Assemblée nationale d'abord et ensuite dans la gestion du fonds souverain, cela montre en réalité qu'avec le chef de l'État, on s'est très bien compris, sans aucune rancune et sans aucun problème, parce que quand on gère des situations et des fois, la gestion de certaines situations en entreprise comme dans l'État nécessite effectivement des décisions qui, de manière superficielle, peuvent paraître douloureuses, mais en réalité, des décisions qui s'imposent. On n'aura pas le temps de parler un peu de la JUSA comme parlementaire, l'une des législatures les plus sinueuses et chaotiques, avec Aminia Nibi, avec... J'en ai parlé. Hein. Oui, bien sûr. Mais je veux accélérer un peu parce que le livre est très passionnant. Vous entretenez de bonnes relations avec le président l'ancien président de la République, Macky Sall. Mais après, vous décidez de sortir de l'APR et de prendre la parole, de prendre votre propre voix. Pourquoi? Mais parce que pour moi, la situation actuelle, je l'analyse comme étant une situation sans Macky Sall. Parce actuellement? Que pour moi, Macky Sall est parti. En tout cas, c'est l'analyse que je... Il est toujours chef de l'APR. C'est l'analyse que je fais. Pour moi, Macky Sall n'est plus effectivement donc un acteur
politique actuellement au sein de l'APR. Et dans la dynamique actuelle de l'APR, je ne vois pas effectivement comment moi je peux y rester pour poursuivre la vision que j'ai pour mon pays, les ambitions que j'ai pour le Sénégal. Donc pour mettre en œuvre les ambitions que j'ai pour mon pays, sur la base de la vision que j'ai, la seule personne qui peut absolument donc me coacher dans cette perspective s'appelait Macky Sall. Aujourd'hui, je ne considère pas, ou je ne considère plus qu'il soit un acteur dynamique au niveau du pays. J'ai décidé de créer Renaissance républicaine, qui est un nouveau parti pour être au rendez-vous. Et Inch'Allah, nos camarades sont en train de travailler là-dessus pour que donc les rendez-vous de 2027 et les autres rendez-vous soient des rendez-vous avec Renaissance. Et d'ailleurs, c'est le chapitre 9 qui clôt ce livre. On va clore cette émission avec le chapitre 9. Cette renaissance républicaine pour le Sénégal de mes rêves. C'est d'abord la reconquête de Yoff. Bien sûr. Que vous avez perdu. Bien sûr. Je pense que c'est un préalable. Cette perte-là également, c'est quoi? C'était un coup KO? Non, c'est Abdoulaye Diouf Sarr a perdu Yoff. Vous avez perdu même dans votre bureau de vote. Non, j'ai gagné mon bureau et j'ai gagné mon centre de vote. Votre centre de vote. Voilà. Mais vous avez perdu Yoff. J'ai perdu Yoff. Ça s'explique. Il y a une explication. Bon, je n'aime pas les explications a posteriori. Je n'aime pas les explications a posteriori. Tu sais, mais on peut faire le bilan. Voilà, je vais essayer. Oui. Je vais essayer. Mais je tenais effectivement à dire que je n'aime pas les explications a posteriori. Parce que ça ressemble un tout petit peu à donc, comment dirais-je encore, de la justification hein, de mauvaises Mais on peut faire le bilan, parce que vous pensez que Yoff était vous êtes indéboulonnable. Je m'explique. On pensait ça. Non, personne n'est indéboulonnable. Mais je dis que dans un contexte comme ça, il faut savoir quand même qu'il y avait un raz-de-marée national. Il y avait une situation nationale extraordinaire qui, en tout cas, n'a épargné personne. Mais particulièrement pour Yoff, je pense que Yoff pouvait être une exception. Ah ouais. Mais figurez-vous, ce n'est pas de la justification, mais c'est juste de l'explication. Dans un contexte Covid où je suis resté presque 3 ans sans m'occuper directement des Yoffois, sans que les Yoffois ne me voient au jour le jour, en étant effectivement dans de la gestion déléguée, politiquement parlant, ce n'était pas évident. Ce n'était vraiment pas évident. Mais puisque je vous ai dit à l'entame de la réponse à votre question que je n'aime pas les explications a posteriori, intellectuellement ça me gêne, je préfère vraiment m'en limiter là. Aujourd'hui, oui. Le seul enjeu, c'est effectivement de faire en sorte que Renaissance républicaine prenne sa position, sa vraie position dans l'échiquier national, et de faire en sorte qu'aux prochaines élections locales, que notre parti, Renaissance républicaine, reprenne effectivement premier combat, ce sera Yoff. Bien entendu. Le chemin est tracé pour la reconquête du pouvoir communal de Yoff. On y travaille, c'est dans 1 an. 2026, c'est maintenant. 2027, c'est maintenant. On y travaille, c'est maintenant. On y travaille. Sentez-vous cette adhésion bien populaire entendu. toujours Ah, mais bien sûr. Moi, je suis un enfant de Yoff. Je vous invite effectivement à bien lire le premier chapitre du livre. Vous ne l'avez pas abordé dans votre entretien, mais je pense même, en tout cas, c'est le chapitre que j'aime le plus. Parce que c'est ce chapitre-là qui parle d'Abdoulaye Diouf Sarr, donc à la plage avec sa grand-mère. C'est ce chapitre-là qui parle de les trains qui arrivent à l'heure. C'est le chapitre qui parle effectivement de moi-même et de mon Yoff. Donc l'adhésion, j'allais dire, affective à ce fief est quelque chose, j'allais dire, d'indélébile. Maintenant, il faut transformer tout cela en vote. Il faut transformer tout cela en adhésion politique. C'est ça le plus important. Yoff est toujours derrière Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr est toujours derrière Yoff. Et c'est ça le plus important. Merci beaucoup pour cette émission, Abdoulaye Diouf Sarr. Merci beaucoup pour cet ouvrage, mais que j'ai lu d'un seul trait. Merci beaucoup pour l'écriture. J'ai lu les notes de Moustapha Niasse, hein, magnifiques également, les notes de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. J'ai lu également la postface de Pathé Mbodj. Merci beaucoup pour cet ouvrage et merci beaucoup d'être là. Mais je vous remercie, Papa Lune, pour cette émission très très dynamique. Hein. Vous avez
vraiment le génie de nous faire sortir de notre réserve. Hein? En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu cet entretien de très haute facture avec vous. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. La noblesse anodine de Dakar Podcast avec belle image, beau son et un bon décor. C'était Belle avec Abdoulaye Diouf Sarr. Vous connaissez notre secret de Polychannel. Likez, commentez et surtout partagez. À bientôt.